Étienne Klein, vous êtes physicien de formation, vous avez passé vos doctorats, habilitation comme n'importe quel universitaire, mais vous avez cette particularité que vous réfléchissez sur la discipline que vous pratiquez, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les physiciens. À l'aide de la philosophie, vous faites donc partie de ce qu'on appelle l'épistémologie. Vous appartenez à toutes sortes d'institutions, je ne vais pas les citer toutes, sinon c'est encore demain matin, mais vous dirigez personnellement le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Je dirais que tout trait vous singularise, à part le fait que vous aimez comme moi les Rolling Stones. Le premier, c'est que vous avez une propension à démonter les vérités d'évidence, à faire parler la science pour vous démontrer que ce que nous croyons évident en réalité est faux et erroné. Et c'est d'ailleurs une démarche extrêmement intéressante et c'est une espèce de maniche où on va l'observer tout à l'heure. Le second trait qui vous caractérise, c'est la passion de partager ce que vous avez compris avec un public large, ce qui fait de vous un vulgarisateur de talent. Donc, moi, une avalanche extravagante de livres que vous avez signés et d'articles. Regardez la page sur Wikipédia, d'ailleurs, elle dit beaucoup de mal de vous parce que Arrêt sur l'image vous a coincé, comme beaucoup d'entre nous, parce que vous n'êtes pas tous la même pensant, il faut dire. Donc, Arrêt sur l'image est là pour vous rappeler à l'ordre. Hein. Et comme vulgarisateur, vous êtes un confrère de France Culture, vous animez une émission que je recommande évidemment, même à ceux qui connaissent rien en sciences comme moi, parce que elle vous parlera. Ça s'appelle la conversation scientifique et c'est tous les samedis de 14 à 15 heures. Mais je 16 à 17. Bon, maintenant je suis en podcast, donc je m'en fous. Mais je passe la parole à Chloé Morin qui va vous présenter ce livre de débat, de dialogue. Alors, ce livre est un dialogue avec Thomas Pesquet, l'astronaute dialogue avec le physicien que vous êtes, et vous évoquez tous deux, notamment les sujets sont très très nombreux, mais vous évoquez votre passion pour les infinis, mais aussi pour la science évidemment, la soif de nouvelles expériences et la quête de dépassement de soi. On y apprend, on va revenir dans le fond du livre dans un instant, mais on y apprend notamment des choses étonnantes. J'en ai noté quelques-unes au détour des pages, par exemple, le fait qu'il y ait plus de gens qui sont allés dans l'espace que d'alpinistes qui sont redescendus vivants du K2. Le fait que si nous allions vers Proxima du Centaure à 1000 km/h, c'est-à-dire à peu près la vitesse de l'avion, nous l'atteindrions au bout de 4,57 millions d'années. J'ai aussi appris qu'un tiers du budget des agences spatiales n'est pas consacré à l'espace, mais à l'observation de la Terre. Que le budget européen total pour l'exploration spatiale est de 600 millions d'euros, c'est-à-dire moins que le budget annuel du PSG qui est de 870 millions. J'ai encore appris qu'au-dessus de nos têtes circulent en orbite 36 000 objets de plus de 10 cm et 1 million entre 1 et 10 cm, ce qui fait 9 500 tonnes de débris au total en orbite. Et j'ai aussi appris que la spéléologie était une étape clé de la formation des astronautes, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif. Mais la spéléologie, c'est des conditions extrêmes de privation de le repère qui donne dehors. Et on apprend d'ailleurs que lorsque vous faites des faux chemins, vous pensez à être coincé au fin fond d'un voyou, d'un fréquent. Je vais donc vous poser la première question. Est-ce que il y a un enseignement particulier que vous retenez de cette conversation ou quelque chose qui vous aurait étonné et que vous n'auriez pas anticipé? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation et qui m'honore et qui me réjouit. Alors, cette idée de conversation avec Thomas Pesquet, elle ne vient pas de moi. Je n'imaginais pas la rencontre un jour, comme c'est comme ce monde. On s'est donc vu 7 fois dans l'heure. C'est un très très c'est plus que particule quantique, hein, c'est tel voix. La probabilité de trouver Thomas Pesquet quelque part sur Terre, qui est à peu près la même pour tous les points sur Terre. C'est donc il est. Un jour un autre, un jour, un autre dans un hélicoptère. Et on a donc, sous l'interaction du lys, sur l'entretien, choisi des thèmes. Et ce qui m'a frappé, c'est alors même que nous venons de mondes complètement différents. Nous avons des expériences de vie complètement différentes, on a été assez proches. On a fait de désaccords comme si on partageait le même sentiment, notamment à propos de la science, à propos de l'Europe. Et à ce moment, on a vécu des moments de friction. C'est quand il a tenté de relativiser les
des exploits des alpinistes, en expliquant que quand on est dans l'ISS, à 400 km d'altitude, la Terre est plate, enfin la Terre est plate. Attention, on ne voit pas les reliefs. Elle est ronde. Et voilà, c'est tellement. Et donc je me suis plongé en m'expliquant que voilà, il y a plus d'hommes et de femmes qui sont allés dans l'espace qu'il n'y a d'alpinistes qui sont redescendus vivants qu'à eux. Un montage un peu difficile. On a aussi la personnification géologique de l'angoisse. Et ce qu'on appelle l'espace, on va mettre ici. L'espace, c'est ce qui est au-delà d'une ligne qu'on appelle la ligne de Karman, qui est à 100 km. 100 km, ça veut dire que c'est un zone où elle doit avoir un avion de comme évoluer. Il n'y a plus assez de pression d'air pour le porter. Et soit l'avion est en orbite, comme ça, soit il va. Et au-delà, on est obligé d'être en ambition plus élevée. Et donc, les astronautes aujourd'hui, ils font des choses avec leur corps que les physiciens qui ont mis sur pied la physique moderne ont fait avec leur esprit. La physique moderne, elle est venue aussi comme ça, avec des gens comme Galilée, Blaise Pascal, Newton et beaucoup d'autres. Et si on essaie de résumer la démarche intellectuelle qui suit, c'est ça. Ils ont compris, ils ont l'intuition que le monde dans lequel on vit, le monde, c'est la Terre, l'atmosphère, on n'est pas dans le vide, on est dans un champ en ce qu'il est, on voit le ciel avec nos yeux, et nos yeux ne voient pas grand-chose. Donc on a une vision complètement tournée du ciel, on essaie qu'il est stable avec des étoiles fixes, qui permettent d'asseoir la pensée sur cette stabilité, sur un support. Et en fait, c'est parce que nos yeux ne voient pas grand-chose. La lumière aussi, il ne voit pas l'infrarouge, il ultra les X, les gamma, il ne voit pas les éléments positifs, il ne voit pas les ondes stationnelles, il ne voit pas les fusions d'étoiles. Et s'il les voyait, comme on le voit aujourd'hui, c'est une télescope, des satellites, dont les détecteurs de particules d'événements, l'image qu'on aurait du ciel serait complètement différente. On comprendrait qu'il est ultra violent et ne sert pas de base pour une pensée rationnelle. Tout ça pour dire que ces gens ont compris que le monde dans lequel on est masque les lois physiques. Les lois physiques dans notre monde sont enrobées de certaines physiques qui empêchent les matériaux communs. Je vous donne un exemple. Dans notre monde, quand on fait du vélo, on se rend compte que si on s'aide de pédaler, le vélo va faire un affaire. Qu'est-ce qu'on en est eu? On est eu la même chose qu'Aristote, à savoir que pour qu'un corps soit mieux, il faut qu'il suffise une force. Et on en est eu aussi que l'immobilité pour faire le vivre. Si mon corps sur mon vélo devient immobile, mon vélo devient immobile sans danger. Et Aristote a compris ça, donc il est pas fait de l'ordre. C'est complètement faux. Galilée nous dit un corps qui est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme. Il a son ce qui est pas du tout son et c'est le principe d'inertie, comme on l'appelle, qui est un principe fondateur de notre mécanique, nous est masqué dans notre monde par le fait qu'il y a la résistance de l'air. Quand on sait peut-être qu'il continue d'agir sur le cyclisme, il y a la résistance de fois quand il pleut, etc. Bref, il y a des forces qui mobilisent le monde. Donc, ce principe nous est masqué par des phénomènes qui empêchent de prendre le temps. Or, quand on fait un vol parabolique, ce que j'ai pu faire, je ne vais pas planer dans l'espace malheureusement, mais qui peut faire un vol parabolique avec un avion plus spécial, ou quand on va dans l'ISS encore mieux, tous les principes de la physique qui sont cachés dans notre monde deviennent directement possibles. Ce que je veux dire par là, c'est que si Aristote avait fait un vol parabolique, la physique aurait gagné économisé sur les deux. J'ai donné 5 heures de cours aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de toujours faire. Ce qui m'a le plus intéressé, un peu comme Jean-Michel Blanquer, dans ses réflexions de 2 hommes de science, dont un est effectivement dans l'espace pendant 400 jours, c'est vos réflexions sur la notion de progrès, de crise de la science. Vous êtes tous deux en bagarre contre ce qu'on appelle la colombsologie.
la pensée de la catastrophe qui menacerait l'humanité. Je voudrais entendre vos arguments. Alors, encore une fois, je posais, si vous voulez bien, trois questions à la suite. Après, je vais laisser la parole parce que ces points me paraissent absolument parlants de cette pensée de la collapsologie et des réponses que vous formulez l'un et l'autre à cette pensée-là. J'aimerais entendre tes arguments sur le point suivant. Tu dis, pas question de débrancher l'IA, de renoncer à la conquête spatiale, et pourquoi pas à voyager en avion, puisqu'on a bien renoncé au Concorde. Pas question de tenter de fixer la biodiversité en son état actuel, et donc pas question d'inverser la croissance en décroissance. Pourquoi ne pas accepter l'idée qu'on a atteint un point de finition absolue et qu'on ne devrait pas aller plus loin, ce que nous rêve quand même pas mal de monde du côté de l'écologie politique. Cette phrase, elle est dans le livre? Pas de toi, mais de Pesquet. Oui, parce qu'elle est. Mais non, non, d'accord. Bon, alors sur le progrès, c'est très simple. À l'Académie des technologies, avec un collègue que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Jean Poignard, on a aussi un logiciel qui permet de compter l'endurance de certains mots dans les discours publics à cette société. Et les deux mots qu'on a choisis sont les mots progrès et innovation. On a voulu voir comment l'usage de ces mots a évolué au cours du temps. En prenant comme base de données non pas du tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais les discours institutionnels, les discours politiques, les discours des campagnes présidentielles. On est remonté assez peu dans le temps. Et ce qu'on a constaté et mesuré, c'est ce que notre oreille sait déjà. À savoir que le mot progrès, il a complètement disparu des discours publics. C'est un cycle. Et il a commencé sa décroissance en 1980, au moment où réapparaît dans la langue française un mot très ancien qui avait été complètement abandonné, qui est le mot innovation. La chute du mot progrès croise la montée du mot innovation en 2003. Et le mot progrès, il a été liquidé pendant le quinquennat 2007. Pour le dire en une phrase, tous les candidats en 2007 à la présidentielle, de quelque bord qu'ils soient, revendiquent. Donc, c'est un mot qui a une structure de modernité, d'identité. Alors, regarde, l'innovation, pour eux, c'est la même chose. C'est des mots quasiment synonymes. Donc, on a modernisé notre discours sur le progrès en lui donnant une couleur qui faisait apparaître notre plus moderne. Et comment on crée une analyse pour la fête pour l'académie de l'histoire, c'est bon, et surtout des rhétoriques dans lesquelles on insère ces mots, on a une conclusion qui est difficile à contester, qui est que notre façon de parler d'innovation ne rend pas justice à une programme, et même la contredit. Tout ça. Alors, je peux l'expliquer en 2 minutes. Commençons par le progrès. Croire au progrès, c'est considérer que le temps qui passe est constructeur. Il est complice de notre liberté, de notre travail et de notre forme. Il est notre allié. Plus de temps va passer dans le futur, plus ce sera, même si il y a des accidents. En fait, ça consiste à faire un travail intellectuel qui consiste à configurer à l'avance le futur d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible, parce que le droit, c'est pas l'utopie, il ne s'agit pas de penser à un autre monde sans indiquer par quel chemin pour l'atteindre. Ce qui donne de la crédibilité à une promesse, c'est la science. C'est de penser à un futur différent du présent et meilleur peut-être. Et il faut que ce soit attractif, parce que le programme n'est pas automatique. Il ne suffit pas d'y rendre pour qu'il advienne. Il faut travailler. Dans le grêle, presque comme avec des mots différents, il faut s'arrêter du présentationnel au nom d'un futur politique. Autrement dit, il faut adhérer à une philosophie qui soit. Quand on est dans le livre très court qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières, lui, finalement, c'est dans la philosophie des philosophes français qui pensaient. Donc, il écrit ce tir. Il y a une phrase étonnante qui dit l'idée de progrès est une idée doublement consonante et sacrifice. Elle est consonante la première fois parce qu'elle donne un sens plutôt
excusez-moi, elle est consolante une troisième fois parce qu'elle pourrait, c'est penser que nos enfants en vivront que non. Mais ajoute-t-il, elle est également consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Autrement dit, elle nous console de devoir travailler. Le mot sacrifice chez Kant, c'est presque équivalent au mot travail, pour travailler, pour changer. Et quand on regarde maintenant du côté je dis une chose, c'est commencer des choses bien condensées, Lambert, Livron, c'est pas un côté du bal. Pour eux, il y a toujours une distinction nette. Mais c'est distinguer le dominant. Et croire au progrès, c'est penser que le négatif est relatif. Et ce qui ne va pas dans une société, d'entreprise, un individu, un objectif, c'est ce sur quoi il va pouvoir travailler pour le sortir de sa négativité. Et autrement dit, croire au progrès, c'est penser que le négatif est le ferment du meilleur. Bon, la suite de l'histoire a montré que ça, c'est un peu différent. Parce que parfois, c'est quand on a une connaissance exacte de ce qu'on croit être bien, on s'autorise à faire le pas. Pensez au stalinisme, pensez au nazisme, pensez à Daesh, ils ont parlé des attentats à Paris. Les médicés Daesh ne disent pas on va lui faire le mal. Ils disent qu'ils ont fait une pour des gens. Donc, quand on a une connaissance, la certitude de trop bien savoir ce qui est de quoi, ça permet de faire le mal, et ça, les choses les bien n'ont pas bien perçu. Donc, il y a des naïvetés dans la société. Ces naïvetés ayant été montrées par les chefs de l'histoire, ce naïveté peut-être pour moi, on a abandonné pour mourir. Maintenant, innovation. Ce n'est pas l'histoire, c'est trop long. Mais le mot innovation, en latin, en bas latin, c'est un mot qui apparaît dans le vocabulaire juridique au XIVe siècle. L'innovation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat. Vous avez signé un contrat, il y a des choses qui changent dans le périmètre de contrat, il faut donc rédiger un avenant, une innovation qui va permettre au contrat de demeurer valide malgré des changements. Vous voyez que déjà, c'est signe de malicieux. Parce que l'innovation est liée à un principe de conservation. L'innovation, c'est ce qu'il faut changer pour que ça ne joue. Sur nos circuits, je vous passe une détail, on retrouve chez Machiavel, dans le prince. Machiavel explique qu'un prince, quand il a le droit, doit faire son métier de prince comme au fond du prince. Les enfants, les guerres de sa vie. Il doit pas élever. Et pas dans mon innovation, il y a un component technique, un petit innovation, dans le sens où et Machiavel dit le prince doit innover si et seulement si son pouvoir est menacé. Donc là encore, l'innovation est bien pour ces actions. Et celui qui m'a associé pour la première fois l'innovation, pas la technique, la technologie, la science, c'est Francis Bacon, philosophe anglais. Il écrit en 1632, donc bien avant le Lumière, il a écrit un petit livre qui s'appelle Essai et conseils civiques et moraux, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation. Et il parle de l'innovation technique. Et en fait, il en parle comme nous aujourd'hui. Comme si nous, aujourd'hui, on parlait d'innovation comme avant la philosophie des livres. L'idée qui se défend, c'est l'idée du temps qui passe. Et quand le temps qui passe dégrade les écologies, le temps qui passe augmente la gravité des défis qu'il faut relever. Comment empêcher que le mal à la fin m'emporte? Par l'innovation. L'innovation critique, c'est ce qui va permettre de conserver le monde et de pallier la dégradation induite par l'irréversibilité des phénomènes et au temps qui passe. J'ajoute même qu'il ne faut pas innover trop vite. Sinon, l'innovation technique est perçue par la population comme une étrangère. Je dois être vraiment, sinon les dégâts irréversibles produits par le temps qui passe également irréversibles. Donc, ils vont sur la télévision, il faut innover au rythme. Et là encore, l'innovation est liée à un concept de consommation. En fait, dans les rhétoriques d'aujourd'hui, c'est un peu la même idée qu'on retrouve. L'idée, c'est qu'on part de l'état critique du présent, en disant il y a des choses qui peuvent s'améliorer. On exploite trop de ressources, et la question de l'énergie, et la question du changement climatique, et la question de la biodiversité. Et donc, si on le fait rien, ça va mal se passer. Donc, il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. C'est pas du tout la même idée.
que c'est le progrès. Et le basculement s'est fait, je l'ai dit, à peu près autour de l'an 2000. C'est vrai qu'à partir de l'an 2000, quand les scientifiques parlent du futur, je ne parle pas de ceux qui travaillent en cosmologie, en physique des particules, qui continuent à nous faire rêver. Je parle des autres, ceux qui travaillent sur le champ climatique, la biodiversité, la pollution. Quand ils parlent du futur, c'est crédible, mais c'est pas vrai. Donc, il est même que le progrès ne peut plus s'asseoir sur ces peupliers d'attractivité. C'est ça aussi qui a excité l'expansion progressive. Donc, je ne dis pas qu'il faut reprendre la philosophie des Lumières, au contraire, il est de délicité. Et plutôt que d'abandonner notre progrès, on pourrait imaginer le réutiliser en le soumettant à lui-même, c'est-à-dire en le faisant progresser. Comment faire progresser l'idée de progrès pour qu'elle devienne à nouveau pertinente, qu'elle parle et qu'elle donne un sens aux actions que nous menons. Moi, je suis frappé, et je t'insiste. Quand on soit, je travaille au CEA, on reçoit des candidats pour les thèses, pour les stages, et ils ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, et ils nous posent des questions que nous, on ne posait pas à leur âge. Je dis, pourquoi vous faites cette recherche? Et le pourquoi, il est en deux mots. Pourquoi vous faites cette recherche? Alors que nous, c'était des citations intellectuelles, c'est pas du tout. Et ils veulent savoir à quoi ça va servir. Et cette question qu'ils posent, elle vient du fait que, finalement, l'idée de progrès, elle était lamarckienne. Elle était financière. Alors que l'innovation, elle est darwinienne. L'innovation, pour évoluer, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce que va faire cette affaire. On ne sait pas comment les sociétés vont utiliser les nouvelles technologies que l'innovation permet d'envisager. Mais en fait, la solution ne fait pas. Alors, on va être dans la vidéo, on va être passé par le rythme de la technologie qui se développe qui change complètement le métier des ingénieurs. Moi, j'ai des étudiants au central, normalement des idées ingénieurs, et il y en a qui renoncent, non pas au diplôme, mais à la carrière. Ils préfèrent aller dans des secteurs où leur valeur ajoutée leur paraîtra plus nette. Ils ont l'impression que les ingénieurs, au lieu d'être les maîtres des horloges, qui déterminent le rythme des technologies, courent après les technologies. Et ils sont victimes aussi de ce que Günther Anders appelait une grande Prométhée. C'est que l'ingénieur a du mal, aujourd'hui, à être compétent en technologie. Parce que plus une technologie est complexe, plus c'est à des importants. Plus une technologie est complexe, structurellement, techniquement, plus elle est conviviale. Et moins il y a besoin de savoir comment elle marche pour faire fonctionner correctement. Et là, ce paradoxe étonnant, c'est que les téléphones portables sont vendus sans notice. Et quand vous achetez une bibliothèque, c'est là, et une notice. Donc, plus c'est simple, plus il y a de notices. Plus c'est compliqué, moins il y a de notices. Ça veut dire que la technologie, je pense que M. Blanquer sera d'accord avec moi, la technologie, d'une certaine façon, nous éloigne de l'essence. Parce qu'elle nous permet de connaître des principes scientifiques qui la rendent possible. Et ça aussi, c'est une sorte de pari des lumières et des perdus. Quand allant vers l'hydro-précision, au début, avec d'autres, qui travaillent dans le cas, il y a Epstone de connaissances, par la réalité, il y a 9 ans de planches techniques avec des dessins, des illustrations qui expliquent comment fonctionnent tous les objets techniques de l'époque. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ça. C'est un travail de post-fond, je ne sais pas comment il fait. Quelques années. C'est des centaines de pages qui expliquent le fonctionnement des outils agricoles, comment marche l'imprimerie, comment marche un télescope, comment on bâtit une maison, quelles sont les opérations que les chirurgiens font possible. Et pourquoi ils font ça? Suivent des liens. Ils disent, nous pensons que la technique est émettrice de pédagogie scientifique. Et donc, si on explique au peuple, comme il l'appelle, comment fonctionnent les objets techniques, les principes scientifiques qui ont rendu ces objets possibles sont connus du côté. Il y a peut-être des époques où vous avez dit, bon, c'est plus vrai.
Alors, Franck, qui connaît bientôt de la débat artistique, et nullement handicapé, c'est des applications. Et ça me pose des questions. Les normes sur renseignement, je ne quand même pas déjà poser des questions terribles. Trois fois d'ailleurs dans les grands symboles, sauf d'ailleurs, des espèces de querelles des anciens des bonheurs. Et les bonheurs qui disent, on doit apprendre aux élèves à bien se servir des machines. Il y a les vieux, à la sens. C'est quelque chose. Visiblement, on doit leur apprendre à se passer des machines. Et c'est discriminant. Quand vous êtes devant un amphi de 800 étudiants, qui sont hyper connectés, y compris par rencontre, vous leur parlez quoi? Ils sont là, vous leur parlez de quoi? Faut leur dire quand même qu'ils pourraient passer en consultant Google ou ChatGPT. Et comment est-ce qu'on les évalue? Si vous leur demandez de voir à la maison, vous allez corriger ChatGPT, et ils ne reverra pas en fait qu'il y a des choses graves. Et au moins, moi, je les enferme, comme avant, avec un adaptateur, qui téléphone, des ordinateurs, les noms. Et on demande de faire des solutions. Il y a des bonnes copies, ça. Et donc, et donc, ça pose une question intéressante pour le doctorat. Puisque les étudiants que nous avons sont des étudiants qui ont été corrigés dans l'orthographe, dans le syntaxe, que qu'ils aient fait. Les correcteurs automatiques sur le téléphone, leur ordinateur. Donc, on pourrait dire, puisqu'ils sont corrigés depuis toujours, il est très autonome. Et on voit que c'est le cas pour beaucoup, mais pas en tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont même, pour certains, une créativité en matière de faute d'orthographe qui rend leur copie difficile à lire. Ça veut dire que le fait d'être corrigé n'apprend pas. Si vous êtes autant corrigé, vous allez déléguer à la machine qui vous corrige une connaissance des règles par lesquelles elle vous corrige. Vous voyez qu'on pense qu'il y a quand même une articulation entre un enseignement d'un type classique et puis les facilités que peuvent donner les machines. Ça a été très bien vu par un auteur que je ne m'attendais pas à citer dans ce cas, c'est Bernanos. Bernanos, dans les années 40, faisait une conférence sur les robots extraordinaires. À l'époque, les robots, ça n'était quand même pas mon préoccupation. Dans cette conférence qui a été publiée, il y a une phrase extraordinaire. Il dit, le problème d'aujourd'hui ne vient pas de la multiplication des machines. Il vient du nombre croissant d'humains qui sont formés depuis l'enfance à ne rien attendre d'autre que ce que peuvent donner les machines. Pour moi, ça résume le truc. Et d'ailleurs, les amphis, c'est presque devenu un sport, c'est une sorte d'un amphi pour aujourd'hui étudier, parce que tenir leur attention pendant 3 heures, ça demande un effort physique qui n'existait pas auparavant. Et en fait, ils redécouvrent, quand j'ai pris le téléphone du ordinateur, ils découvrent toute la possibilité par eux-mêmes d'avoir ce qu'on appelle des choix intellectuels. Parce que dès qu'on leur pose une question, si on pose une question, leur premier réflexe, c'est Google a déjà dit bon. Plus que les voisins. Quand ils interrogent leurs voisins s'ils le faisaient, ça consommerait quelle puissance? C'est la chose. C'est 30 watts. Que vous jouiez aux échecs, que vous ne fassiez rien, c'est 30 watts. Alors, si par miracle, votre voisin a la réponse à la question que vous posez, le coût énergétique pour la planète, c'est 30 watts. Le coût en puissance. Si vous interrogez Google, c'est 10 kilowatts. Si vous interrogez ChatGPT, c'est 100 kilowatts. Si vous interrogez Chrome, il y a deux solutions. Soit Elon Musk a déjà répondu à la question, et on vous la donne, soit il n'a pas répondu, et c'est 100 kilowatts. Donc, quand ils posent une question, ils n'ont même pas le temps de réfléchir à la question. Ils n'ont pas le temps de la formaliser, d'y réfléchir vraiment. Et si immédiatement la bonne réponse, ils vont la connaître. Mais elle ne va pas l'imprimer dans mon mémoire. Par contre, s'ils se questionnent, s'ils interrogent des copains,
à la bonne réponse. Et quand ils vont, c'est mesuré dans les neurosciences, quand ils ont la bonne réponse, ça provoque ce qu'on appelle une joie intellectuelle. Une joie intellectuelle, c'est une sorte d'épiphanie du cerveau. C'est une joie, très joie. Et cette joie marque la mémoire pour toujours. Quand vous avez appris quelque chose, après avoir eu du mal à la comprendre, ça provoque une marque dans le cerveau qui fait que cette connaissance, non seulement ne sera jamais oubliée, et vous pourrez ensuite l'expliquer à d'autres. En français, c'est pas bien intelligent. Le mot apprendre, c'est pas dans les deux sens. Apprendre, c'est en anglais to learn, apprendre de quelqu'un. Et c'est aussi to teach, c'est enseigner. C'est le verbe. Pour enseigner, il faut avoir appris au sens d'avoir compris et de s'être approprié la connaissance au point de devenir capable de l'écrire. Il suffit pas de connaître, il suffit pas de savoir. Il faut essayer de quelqu'un pour l'expliquer. Donc, le point commun qu'on a avec Gilles et Thomas Pesquet, c'est que, évidemment, on est conscient des urgences du sort. Donc, je pense qu'il a dit que il y a pas le temps. Et le fait que les urgences envahissent nos psyché conduit ça pourra faire un rabattement sur le monde, un rabattement de la psyché, comme si on s'interdisait d'avoir des projets à long terme, comme si le futur était interdit d'avoir un axe qui oriente vos actions. Et on a comparé dans cette discussion deux situations qui nous rapprochent. La vie qui s'intéresse à une mission spatiale qui peut être très plus tard. Des projets pour 2060 et la société n'a pas de projet pour 2060. Dans votre domaine, la physique des particules, on a des projets pour 2090. On sert de Gibel, on utilise un accélérateur CNL attaché, qui a arrêté d'ouvrir le boson de Higgs, il fait 30 km de circulation dans ce tunnel. Il y a des collisions de protons, et on a décidé, calculé, conçu une machine qui s'appelle le CCE, qui, elle, si elle est décidée, ferait 92 km de circulation. Dans un tunnel, il faut creuser. Qui passera en partie sous le bâtiment, qui tangentera la chaîne thérapie, passe en gros machin. Par parenthèse, les Chinois ont le même but. C'est vraiment exactement le même but. On a reçu beaucoup de postdocs chinois, c'est le même but. Alors le leur, c'est 90 km. Ça ne change pas autre. Et ce projet-ci est décidé, il verra ses premières collisions en électrons en 2050 et en proton en 2070. Ce qui est étonnant, c'est qu'on commence à parler des locaux, etc. Quand on parle de 2070, c'est comme si on parlait du vide. C'est comme si on parlait d'un moment qui n'existera pas, où l'humanité aura disparu, où les températures sont tellement élevées qu'on ne pourra même plus travailler, et qui nous garantit que des gens s'intéresseront en 2070 à la question de savoir si les bosons de Higgs ont un partenaire chargé. Et puis ça se prend la gueule, parce que si on ne trace pas des projets à long terme, alors le futur laissé en jachère intellectuelle deviendra encore plus fonctionnel. Et quand je compare la situation psychique des décès de la génération quand on était adolescents, étudiants, je me dis qu'on avait vraiment de la chance. Parce que nous, on était dans un présent dans lequel l'avenir qui était attendu était configuré pour 2000. En 2000 était l'objet d'une sorte de représentation pour adolescents, nous expliquant comment on allait voyager, travailler, se nourrir, se divertir, communiquer en 2000. C'était évidemment le plus fond. Et n'importe, ça permettait à chacun de tracer une ligne individuelle, trajectoire, entre le présent d'objection et l'ouverture qui est présentée à l'adoption. Aujourd'hui, on n'a pas ça. 2050, pas configuré. J'ai entendu des débats à l'Assemblée. Notre horizon projectif, c'est 2050. 2017. Peut-être qu'il y aura quand même un monde après 2027. Qu'est-ce qu'on veut sur l'élection? Et donc, je pense qu'il y a cette espèce de contradiction
dans le fait que les entreprises, les grosses entreprises, les laboratoires de sciences, les agences spatiales ont des projets à très long terme. Très- Par contre, la société n'en a pas parlé. C'est peut-être ça qu'il faut raccorder d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être bien que demain, ça va aller bien, mais parce que, je vous l'ai dit, le futur tel qu'il est défini par les scientifiques de l'environnement n'est pas très éthique. Est-ce que c'est une raison pour moi, le but de la politique avec les grands pays, c'est décider collectivement de ce qu'on veut en tenant compte de ce qu'on sait. Éviter les chimères, les dystopies. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on sait? Et comment on peut un projet à partir de ces touches? Quand vous dites que la société a repoussé l'horizon 2027, je trouve gentil, parce qu'en réalité, c'est même moins que ça, puisque maintenant, c'était la semaine, l'horizon politique. Je suis prolongée sur ce que vous venez de dire, en fait, vous défendez tout au long de cette page une forme d'optimisme raisonné, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que, quand on voit les sondages qui se succèdent et qui montrent que les Français sont extrêmement pessimistes, qui n'ont plus confiance en aucune figure d'autorité et surtout pas dans les politiques, comment est-ce que, enfin, on peut les comprendre, comment est-ce que vous parvenez à conserver cet optimisme-là, même lorsque vous constatez la nature des débats, pas seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les médias, en tout cas dans les médias qui sont les plus visibles et partagés sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je regarde pas les télévisions, je regarde pas les chaînes d'information publique. Sauf quand je suis malade. Et là, j'ai été malade. Et j'ai regardé des chaînes d'information publique pendant plusieurs heures. Et je sais qu'il y a des gens qui font tous les jours pendant plusieurs heures. Et alors là, je ne sais pas comment ils tiennent. Physiquement, comment c'est possible de distiller très peu d'informations, en fait. Par contre, de les accompagner chaque jour, énormément de commentaires. Dans un régime du commentaire, il y a du commentaire, du commentaire. Et ce qui nous intéresse aussi dans les commentaires, c'est les informations. Et là, je dis que quelqu'un qui écoute ce genre de choses plusieurs heures par jour, tous les jours, doit avoir un rapport au monde, un rapport au futur complètement dévasté. C'est difficile de ne pas parler de tout et de tout. Enfin, il y a bon, des choses assez banales que je dis là. Maintenant, moi je suis pas spécialement pessimiste. Parce que l'optimiste, c'est quelqu'un qui pense que ça va s'arranger. Le pessimiste, c'est quelqu'un qui pense que c'est foutu. Donc dans les deux cas, on fait rien. J'en aurais souvent une très belle phrase qui disait un optimiste, c'est un gars qui fait ses bons croisés avec un stylo libre. Bah non, moi je pense qu'il faut faire soit un optimisme raisonné, c'est de faire ses bons croisés. Continuer à faire des bons croisés. Contrairement au pessimiste qui dit j'y arriverai pas, contrairement au pessimiste qui veut les faire avec la simili. Nous, on propose de les faire avec un crayon noir et une gueule. Mais on y va dans le truc. Maintenant, pourquoi on est à ce point d'optimisme en transition, c'est son âge. En fait, je pense qu'on est piégé par le gigantisme. Parce qu'il y a des gens qui sont nostalgiques du passé, qui aimeraient retourner des périodes pour eux à préférence. 60, moi ce serait 27, 1927, à l'hôtel Métropole à Bruxelles pour entendre des conversations entre Einstein et Bohr sur les physiques quantiques. Ils sont passionnés à discuter, il n'y a pas de prince, et j'aurais bien bon. Mais évidemment, je n'aurais jamais le progrès d'un gigantistes de 1927. Donc en fait, aucun d'entre nous ne supporterait le passé en connaissant la suite de l'histoire. Évidemment, on pourrait temps passer comme vivent les gens du passé. Et elles sont connaître les progrès d'après. Mais personne, quelle que soit la période du passé, qui choisit, connaissant la suite de l'histoire, ne supportera d'y vivre. Imaginez un adolescent qu'on amènerait en 1980 sur téléphone portable. C'est une évolution immédiate. Voilà. Donc, et
C'est ce que montre un sondage de la Fondation Bertelsmann. En Europe, il y a de 17% des jeunes qui souhaitent vivre dans l'avenir. C'est une question stupide parce qu'ils ne vont pas ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune impatience du futur. Il n'y a aucune hâte de 2050. Et d'ailleurs, quand on parle de voyage dans le futur, on parle de 2050. Quand on dit ça, on suppose que le futur est déjà configuré. Il est déjà là. Tout est joué. En fait, il faut intégrer le fait que nous avons compris que ce qui va se passer va dépendre en partie de ce que nous allons faire. En matière de cinéma, en matière d'éducation, etc. Et comme on ne sait pas très bien dire ce qu'on va faire, on ne sait pas très bien dire ce qui va se passer. Et du coup, ça crée une angoisse. On appelle ça l'éco-anxiété. Mais pour en discuter avec pas mal de jeunes, de petits gens, je crois que c'est un bon pour éditeur. C'est pas une éco-anxiété liée au climat simplement. C'est une anxiété qui est liée à l'absence de risques porteurs qui nous font passer du présent au futur. Encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas de promettre des lendemains chantes. Il s'agit, de proposer des combats. Il y a des gens qui savent pourquoi ils se battent, en général, et tout son bonheur tourne et les autres. Quand vous savez pourquoi en deux mots vous vous battez, ça va quoi. Ça va. C'est quand vous ne savez pas très bien comment vous battre, ni contre quoi vous battre, que la psyché peut se très défaillante. Un petit mot aussi sur la surinformation, sur le fait qu'on est dans une situation complètement ouverte du point de vue de l'histoire de l'humanité. Tous nos biais cognitifs dans le cerveau, c'est des premiers d'évolution qui nous permettent de prendre des décisions dans l'absence d'information. Donc c'est l'intuition, c'est le bon sens, c'est la référence à une personne en qui on a confiance et qu'on appelle le chef. Il y a toutes sortes de biais cognitifs qui sont les palliatifs permettant donc de pallier l'absence d'information. Et donc, très rapidement, l'humanité est un tsunami d'information. Le cerveau, évidemment, il est incapable de gérer ça. On n'est pas du tout adapté à cette situation, donc il est mis en mode de panique. Il ne sait pas ce qu'il est vrai, ce qu'il faut. Ça me met dans une situation d'incertitude qui peut aboutir à des dépressions. Et des dépressions, c'est ce qu'explique Raphaël Gallard dans un livre, des psychiatres, etc., des dépressions qui viennent du sentiment d'incertitude par lequel on ne sait pas dire c'était vrai. Ce sont de bons citoyens sur n'importe quelle question, et une concaténation entre la liberté et la vérité. Chacun est libre de décider ce qui est vrai pour lui. Il peut fabriquer sa fiction personnelle sans tenir compte de la réalité, de sa façon de penser ou de parler. Et ça, c'est d'un point de vue politique un problème. Qu'est-ce qui se passe dans une société quand la liberté est mise très au-dessus de la vérité? Comment est-ce qu'on fait pour déchuler d'un projet commun quand la liberté est mise au-dessus de la vérité? Comme aux États-Unis. C'est une question que je voulais justement poser. Tu n'aimes pas le relativisme épistémologique. Michel Foucault nous a dit que la science n'était jamais qu'une formation discursive comme les autres et que la formation discursive de la science valait finalement, nous disent certains philosophes relativistes, pas mieux que l'idéologie, par exemple, ou les religions ou les superstitions, parce que c'est la tradition locale et qu'elles vont bien notre discours scientifique à nous, occidentaux, rationalistes. Comment sortir de ce piège? Nous sommes tombés à cause du relativisme épistémologique. Je ne dis pas Foucault lui-même parce qu'il était moins bête que ce que racontent certains de ses épigones. Mais enfin, on a affaire effectivement à une société dans laquelle on nous dit que la science est un discours comme les autres qui enregistre les rapports de pouvoir à un moment donné dans une société donnée et que par conséquent, la science ne doit pas prétendre à une supériorité quelconque en matière épistémologique. Que tout se vaut dans le domaine du savoir, comme tout se vaut d'ailleurs dans le domaine de la morale, puisqu'il faut comprendre le méchant, puisqu'il a sa logique à lui, et qu'il faut être dans sa tête pour avoir ses motivations. Enfin bref, on est dans un monde... Là, il y a vraiment un problème. Il y a un problème de génération.
on a affaire à une génération, à des générations qui ont été formées par les Lumières et par le rationalisme, et que nous essayons d'incarner au sein du laboratoire de la République, qui croient précisément à la supériorité du discours scientifique. Et on a des enseignants, certains, qui apprennent à nos élèves que tout se vaut, qu'il faut comprendre, que c'est le discours de l'autre, et que la science n'a pas de supériorité épistémologique par rapport aux superstitions ambiantes, parce qu'elles ont bien le droit d'exister. Souviens-toi quand même qu'on a une députée qui nous a expliqué que les sorcières, la sorcellerie, valait autant que la médecine. On en est là. Comment tu fais pour lutter contre ça, toi qui es prof? Je ne dis pas, j'ai une profession. Non, mais quand j'ai des malades, justement, j'ai entendu sur une chaîne de formation continue que je ne vais pas nommer, un philosophe Benbolt, expliquant que le changement climatique était lié au multivers. Multivers, c'est vrai. Ouais. Moi, je n'ai pas le temps. Il y a la conscience univers C'est Michel Onfray. et les multivers, et le frottement, ça chauffe la Terre. Et c'est pas l'activité de l'application d'un champ climatique, c'est le multivers. Personne ne l'a contredit. Voilà. C'est cette espèce de concaténation entre la liberté et la vérité. Maintenant, le relatif, ça c'est une question importante. Moi j'ai pris conscience de la gravité de la situation pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, vous savez qu'en France, la France est le seul pays où la confiance dans la science a chuté pendant le Covid. En Europe en tout cas, c'était mesuré. La confiance dans la science a chuté. Et il me semble qu'en France, c'est pas tant en Allemagne ou en Angleterre que j'ai un peu connu à cette époque-là. On a constamment, dans des discours médiatiques, confondu la science et la recherche. La science et la recherche, ça n'a quasiment rien à voir. Ce que j'appelle la science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. Et vous m'accorderez qu'il y a des questions qui sont réglées. Est-ce que la Terre est ronde? Oui. Elle est plate. Est-ce que l'atome existe? Oui. Est-ce que l'univers est en expansion? Oui. Est-ce que les espèces vivantes évoluent? Oui. C'est réglé. Oui, évidemment. Alors, vous pouvez contester ces résultats, évidemment, vous avez le droit. Mais vous me devez le faire qu'à partir du moment où vous avez des arguments scientifiques pour le faire. On ne peut pas les critiquer avec votre ressenti, vos croyances, vos préjugés, et même vos connaissances, elles sont pas adaptées au sujet. Donc ça, c'est la science. Et ce corpus de connaissances et la science, il pose des questions. Tant nous savons que nous n'en connaissons pas la réponse. Et c'est parce que nous savons que nous ne savons pas répondre à ces questions que nous faisons de la recherche. Donc le moteur de la recherche, c'est le doute. C'est pas n'importe quel doute. C'est pas le doute du relativiste. C'est le doute de celui qui sait qu'on ne sait pas. Donc dans ma communauté, on ne sait pas si les deux tribaux qui sont proches des modèles sont identiques à leurs outils particules. On n'en sait rien. Il y a différentes théories, des choses différentes, et on fait par expérience au cerveau humain pour tenter de trancher ces questions. Donc, c'est la recherche parce que nous savons qu'on ne sait pas. Nous avons l'arrogance de penser. Nous ne savons pas. Là, je crois que c'est. Là, c'est vraiment pour nous parler. Et même quand on confond la science et la recherche, le doute des consubstantiels à la recherche viennent coloniser les domaines de science. Et on dit la science est le doute. Alors, c'est la science et le doute, pourquoi on l'apprend? Pourquoi on l'apprend à l'école? Non, c'est catastrophe. Maintenant, le relatif est de plus en plus. Quand une idée nouvelle naît en science, elle naît dans un contexte. Elle n'est pas comme ça dans l'empire des idées boules. Einstein, quand il rédige la théorie de la femme en 1905, il est dit c'est parce qu'il était au bureau des brevets à Berne qu'il examinait les brevets d'ingénieurs qui souhaitaient synchroniser les horloges à distance, qu'il a compris qu'il y avait faille dans l'interprétation des équations de Maxwell, qu'il a noté à la tour d'identité plutôt qu'un contexte à jouer. Donc les relativistes quand ils disent toute idée naît dans un contexte, ils ont raison. Par contre, le truc qu'ils ont dit, c'est de dire qu'au cours du temps, l'idée en question s'émancipe de ce contexte. Elle acquiert une objectivité bien supérieure à celle qu'elle a au moment où elle apparaît.
présentateur de la relativité d'Einstein aujourd'hui, et qui lui donne une solidité qu'elle n'avait pas en 1905. Et donc, moi, je pense qu'il y a une forme de relativisme qui sert de caution philosophique à la base intellectuelle. À la base intellectuelle, finalement, puisque la science est un récit sur les autres, puisque la science en dit plus sur des scientifiques que sur la nature, c'est pas la peine de l'apprendre. On apprend que si on est intéressé par elle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné un cours de 3 heures en Chine sur la théorie de la relativité d'Einstein. Les équations histoire avec les implications philosophiques, les vérifications expérimentales, etc. Et un élève là-bas, il dit, monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Donc je lui demande, pourquoi pas? Je pensais qu'il allait me sortir des arguments de carré, etc. Et il dit, la dilatation des durées, là, dont vous parlez, je ne la sens pas. C'est le narcissisme colossal. Enfin, c'est une sorte de romantisme tombé au narcissisme. Et le philosophe que j'ai pas cité tout à l'heure, qui dit, parce qu'il y a eu un bouquin parlant des multivers. Les multivers sont comme du champ climatique. Pour le dire publiquement, il faut une dose, quoi. Et donc, en même temps, vous voyez, on ne peut pas défendre une conception scolaire de la citoyenneté. On ne peut pas demander aux citoyens d'être experts en manière d'avoir des connaissances de base en algorithmique, en climatologie, en génie génétique, en astrophysique. Personne. Personne. Donc, on ne peut pas demander ou exiger que le citoyen comme ceci. La question, c'est comment ce qu'on sait soit pris en compte. Avec des collègues, on avait été un colloque là-dessus à l'école de physique des eaux, il y a 2 ans. C'est quand il y a une décision politique à prendre sur un sujet qui est le composant scientifique, comment ça nous fait pour que cette composant scientifique soit prise en compte dans la façon possible. Et là, on a vu qu'il y avait quand même des pages de progrès pour le moment. Dans les débats politiques auxquels j'ai assisté sur la 5G, c'est dans les médias, sur les déchets nucléaires, sur les nanosciences, je vois qu'on n'a pas trouvé la bonne formule. Il y a peu de publicité. Et il y a une décorrélation assez forte entre la militance et la compétence. Les gens compétents en général sont modérés, et étant modérés s'engagent modérément. Et quand je parle de militance, c'est pro ou contre. Hein. Si on voit énorme le nucléaire, il y a des gens qui sont pro, il y a des gens qui sont contre. Vous avez tous des amis pour, des amis contre. Et faites l'expérience suivante. Demandez-leur aux uns et aux autres, aux pros et aux anti, demandez-leur pourquoi on est pour un même. Tungstène ou de l'aluminium. Qu'est-ce que l'uranium a de spécial qui fait qu'il se retrouve dans la température? Moi, j'ai fait le test dans mon immeuble, laboratoire de sociologie indiqué. Et ben, personne n'a su dire. Et la preuve qui se parie. Donc, il y a un moment, vous voyez, la militance doit s'accompagner d'une montée en compétence. Or, dans tous les. Alors, moi, j'ai été complètement horrifié par un sondage qui était tombé dans le Parisien le 4 avril 2020, et que, peu de temps après le confinement, on demande aux gens est-ce que tel médicament, dont j'aurai le nom, probablement, je ne sais plus quel médecin, dont j'aurai le nom, est-ce que ce médicament est efficace contre le Covid? À une époque où aucun être humain ne connaissait la réponse. Est-ce qu'on savait déjà à l'époque que le Covid va pouvoir guérir dans 98% des cas sans traitement? Donc, laisse faire un petit calcul de théorie des probabilités. Quel échantillon de malade il faut pour avoir pour démontrer qu'un médicament permet de passer de 98% de guérison à 99%. Un nombre de malades colossal qu'on aborde encore. Donc, alors, question posée. Tout le monde, y compris les médecins les plus savants, répond nous avons mal.
Réponse du sondage, 59% des Français interrogés disent oui, 20% disent non, et 21% seulement disent je ne sais pas. Autrement dit, la réponse à la question, c'est comme pour le nucléaire. Elle est déterminée non pas du tout par la connaissance objective de la question, mais par le halo symbolique de l'énergie en question, ou bien du médecin en question, au plus de par la réalité de la chose et soumise à la question. C'est la thèse que développait J.K. Simondo, un grand philosophe développé. C'est il faut devenir ami avec les techniques, sinon on les juge uniquement par leur halo symbolique. C'est-à-dire par les types de récits pour lesquels ils sont anciens. Il y a un halo symbolique du nucléaire, il y a un halo symbolique de l'hydraulique, il y a un halo symbolique de l'éolien. Et ces halos se développent, diffusent, percolent dans la culture, sans emporter avec eux la moindre pédagogie de celui qui intervient sur la. Et ça aussi, ça me semble être un problème politique. Vous avez dit quelque part que pour savoir qu'on est un compétent, il faut être compétent. C'est ce que vous Faut venez de dire. il me semble que c'est sans doute l'une des caractéristiques les plus singulières du moment politique et médiatique que nous vivons. Une sorte de triomphe des incompétents qui s'ignorent. Au-delà de ça, comment est-ce que vous caractériseriez le moment politique que nous vivons aujourd'hui? Alors, à propos du premier point que vous évoquez, ça donne l'occasion de distinguer une bonne nouvelle. Parce que pendant le Covid, on a vu cette effet-là. Souvenez-vous, dans les 30 semaines, on lisait des messages sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas médecin, mais je. Marrant, parce que les gens commençaient par dire j'y connais rien. Mais je vais quand même vous dire ce qu'il faut faire. Un peu par contrainte. Et au fil du temps, on a compris que c'était une affaire compliquée. Et les gens ont compris qu'ils devaient baisser en arrogance un besoin qui croissait en compétence. Et ça, c'est l'effet de notre gueule, vous avez cité, qui se résume en une phrase. Pour savoir qu'on est incompétent, il n'y a qu'une seule solution, devenir compétent. Quand on devient compétent, on se rend compte qu'avant, on était incompétent mais arrogant. Et en acquérant de la compétence, et de la compétence donc, et puis on devient moins arrogant. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de raconter l'anecdote par laquelle Dominique Kruger a publié cet article en 1990. Après une longue enquête dans les entreprises. Vous avez lu un fait divers pour la presse racontant qu'un jeune homme avait cru comprendre, à l'issue d'une lecture, qu'on devenait invisible pour les caméras quand on s'enduit le visage avec du jus de citron. Et donc ce gars-là avait une idée géniale. Il a braqué une banque. Après, c'est enduit le visage avec du jus de citron. Et il a été arrêté grâce à une caméra de surveillance. Et il a mis le col, plusieurs se sont demandé, mais comment est-ce qu'on met aussi con? Et ils ont fait une enquête qui a abouti à l'identification de l'effet de Nicolas. Plus on est la bonne nouvelle, on a vu cet effet se manifester de façon assez spectaculaire. Les discours à la fin avaient gagné en modestie à mesure qui s'était posé là. L'on nous demandait qualifier la situation politique. C'est pas comment on va dire, hein. Moi je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on manque vraiment d'horizon. Et je pense aussi, pour avoir vu des débats à l'Assemblée, j'en ai parlé, notamment un qui portait sur le remboursement cure thermale. Et là, je me suis demandé, est-ce que la question de savoir s'il faut les rembourser à 25%, 50% ou 75% mérite qu'on y passe autant d'heures. Attendez, on voit tous que le monde change en vitesse. Il y a des mutations quasiment anthropologiques. Regardez comment l'IA change les métiers. Reprend, j'ai dit, l'application d'enseignement. Ça me bouleverse les lignes
pratiquement tous, beaucoup plus que ça des lois qui sont votées au Parlement. Et donc la question, c'est comment on peut prendre ce train en marche, non pas pour y adhérer, mais pour de s'en feu compte tenu de ce qui se passe. Je rappelle quand même que les grandes plateformes qu'il y a aujourd'hui sont des plateformes commerciales. Le but, c'est pas la pédagogie, c'est pas d'enseigner des vérités. Le but, c'est de capturer l'attention des gens. Et on a sorti avec des technologies un rapport en novembre, en décembre 2024, qui s'intitule après un an de audition d'experts, algorithmiques, des neuroscientifiques, etc., sur un constat d'IA générative et désinformation. Et pas d'optimisme, parce que ce qu'on a compris, c'est que notre cerveau, en fait, il aime le faux. Le faux, il est fort sur du faux, comme disait Umberto Eco. Le faux, en général, il est plus spectaculaire que le vrai. Il est moins déceptif. Il est plus illusion. Donc, dans le monde numérique, il est davantage partagé que le vrai. Et évidemment, ça a toujours été vrai, cette adaptation. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est quelque chose qu'on a appris sur les contrôles des experts. Notre cerveau, en fait, il n'aime pas le contrôle. Ça, c'était l'avant numérique. L'avant numérique, les gens de gauche ne laissaient pas fiants. Les gens de droite ne laissaient pas humanité. Parce que quand vous êtes les journaux, vous voulez que la façon dont les événements vous sont rapportés soit vraiment sur votre propre lecture de l'actualité. Si vous êtes choqué, ben vous choquez quand même. Dans le numérique, c'est la même chose. Sauf que il y a des algorithmes qui ont tout fait de repérer vos tropismes intellectuels, culturels, vos habitudes de consommateur, vos choix politiques. Et vous arriverez, si vous demandiez, d'articles, vidéos, qui conforment ce que vous pensez du jamais. Or, vous savez bien que c'est parce qu'un dit ça, penser, c'est penser contre nos cerveaux. On se met vraiment à penser que lorsqu'on est contre une pensée qui se laisse entourer de biais de consommation, elle sédimente assez rapidement en croyance. On l'a bien vu pendant le Covid. Le numérique produit ce qu'on appelle des schismes biologiques. Sans que vous vouliez, par vos actions évoquées, vous entrez dans une communauté numérique de gens qui s'abordent aux mêmes sources, qui pensent à vous, qui partagent la même, et vous êtes enfermés là-dedans, sans oublier vraiment dit. Tolkien disait, dans l'état du numérique. Et Tolkien, dans la démocratie numérique, il dit la plus grande menace pour la démocratie. C'est pas les changements des sociétés, c'est les petites sociétés. Quand la société se fragmente en clans qui pensent les mêmes choses, qui croient aux mêmes choses, et partagent les mêmes valeurs, que la République est menacée. Une dernière question avant de passer aux questions du public. Oui, question. Ouais, à moins que tu aies une dernière question, mais pour passer au public après rapidement. Vous le disiez tout à l'heure, enfants, nous les enfants du baby boom, on croyait que l'an 2000, ça allait être les voitures volantes, ça allait être la télévision en 3 dimensions, ça allait être le tourisme sur la Lune. Et finalement, ce qu'on a eu, c'est l'Internet et le téléphone portable. Euh, vous citez cette phrase de Valérie que j'ignorais, qui est absolument géniale. Valérie a dit, contrairement à Hegel, les hommes savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce que fait ce qu'ils font. Et ça m'amène à l'idée qu'effectivement, la grande trouille des nouvelles générations par rapport à la nôtre, c'est qu'elles ont le sentiment d'une finitude du monde, d'une incapacité à se projeter de manière rationnelle dans un avenir prévisible. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on assiste quand même à une fracture générationnelle tout à fait nouvelle et exceptionnelle? La génération du baby-boom, finalement, n'était pas si différente que ça de celle de ses parents contre lesquels nous nous sommes révoltés, en 68. Mais là, on a vraiment le sentiment, sur le plan purement épistémologique, je dirais anthropologique, on a affaire à deux générations qui ne se comprennent absolument pas. La nôtre, qui a voulu le progrès, parce qu'elle pensait, bon, il y avait les rêves de l'an 2000, mais
malgré tout, même si on n'a pas eu ce qu'on espérait, on a eu d'autres choses qui ont, même comme vous le disiez, sérieusement amélioré notre bien-être, notre capacité à vivre, notre capacité à nous déplacer, à nous informer. Alors là, on a des générations qui nous disent, attention, on veut des limites, on veut des interdits, on veut arrêter les choses parce que l'avenir nous fait trop peur. Vous avez parlé de narcissisme tout à l'heure, et dans votre livre, il y a cette idée très géniale, je l'ai trouvée chez Pesquet Ocebo qui le dit, ceux qui disent on doit arrêter l'évolution des espèces aujourd'hui et fixer la biodiversité comme elle est, sont narcissiques, parce qu'ils estiment que notre état d'avancement et de développement actuel est tellement merveilleux qu'il ne faut pas aller plus loin, qu'on a atteint une espèce de sommet de l'évolution humaine et qu'on ne doit pas essayer d'aller au-delà de cela. Est-ce que vous ne croyez pas, là encore, à l'idée qu'il y a une véritable rupture générationnelle? Alors, rupture, c'est peut-être pas le mot que j'emploierais, mais moi, je pense que on a plutôt affaire à des générations qui sont psychiquement incommensurables. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai beaucoup de tolérance à l'égard des étudiants parce que ils ont vécu une histoire dès leur plus jeune âge, complètement différente de la mienne. Dans le fait qu'ils ont connu le téléphone portable, Internet, depuis qu'ils sont sur Terre. Et je ne sais pas du tout comment moi j'aurais vécu dans un tel environnement. Quel est leur rapport à l'intelligence? Quel est leur rapport aux autres? Quelle est leur façon de vivre la vie amoureuse, par exemple? Nous, on allait à des boules, on faisait des slow. Ils sont sur des applications. Enfin, sur des applications. Et donc, quand vient l'idée de déléguer sa vie amoureuse à des alcools, moi, ça me donne même pas l'idée. D'ailleurs, les gens, pas de vous citiez Paul Valéry. Les gens qui ont inventé le web, oui, vous citez une citation. Les gens qui ont inventé le web, c'est des gens, tu sais, c'est des ingénieurs anglais, tu sais, dans les années 80. Leur but unique, c'était de recueillir les données recueillies par ces expériences qu'on faisait au CERN et de les envoyer dans tous les labos du monde d'une façon telle que la propagation de ces données ne dépend pas du système informatique du laboratoire. Donc, de distribuer la connaissance et la data d'une façon qui puisse être faite dans tous les systèmes.